is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition des Chroniques d'Alira, l'épisode 3 déjà, c'est fou comme le temps passe rapidement.
Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par Virgile, Gaëtan, Cyril et Daniel, toute l'équipe d'Aliera. Enfin, toute l'équipe d'Aliera, une bonne partie de l'équipe d'Aliera. Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, merci et toi? Nickel, super. Impeccable. Top. Et bonjour au chat si vous nous rejoignez. Très content de vous retrouver. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions. Aujourd'hui, on va avoir 3 grands sujets et peut-être qu'on va commencer tout de suite par le premier sujet qui est ce matraquage qui est exercé par la SEC sur le pauvre Binance. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que c'est la fin du secteur des cryptos? Est-ce que tout va partir à volo? Est-ce que le régulateur américain a décidé de sonner la fin de la récréation? Qu'est-ce que vous en pensez? On est avec nos 4 chroniqueurs pour en débattre aujourd'hui. Comment vous percevez cette nouvelle? Qui veut commencer? Vas-y. Ok, bon, du coup, on va essayer de rappeler un petit peu ce que sont les facts avant de passer à l'interprétation et à ce qu'on en pense. Yep. Au niveau des faits, globalement, ce qui se passe, c'est que, donc, comme tu le disais, la SEC, excusez-moi, vient commencer à retoquer un petit peu les grands acteurs en fait de l'écosystème, que ce soit Binance ou Coinbase. Donc, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que c'est que la SEC? La SEC, globalement, c'est l'organisme qui vérifie que tout se passe bien dans le monde financier américain. C'est l'organisme qui vérifie que les instances ont les bonnes autorisations, ce genre de choses. Leur seul droit, c'est de dire ok, ça va, ça va pas, mais ils n'ont pas le droit non plus de juger. Donc, ils ont le droit de porter plainte. Voilà, c'est quand même petit élément important. Donc, en fait, ils ont le droit de porter plainte et de dire devant la justice, bah ça va pas, il faut regarder ce que fait Coinbase, ce que font Binance. Ok, bon, ça c'est le premier truc. Qu'est-ce que c'est que la SEC? Deuxième élément, pourquoi ils embêtent Coinbase et Binance? Ce ne sont pas des enfants de cœur, mais pour le coup, ils viennent quand même embêter des grands acteurs de l'écosystème, ce qui a tendance à nous déranger quand on en fait partie. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils les attaquent en général pour 2 grands sujets. Premier sujet, c'est qu'ils n'ont pas toutes les autorisations. En tout cas, ils n'ont pas demandé toutes les autorisations pour faire tout ce qu'ils proposent. Binance et Coinbase proposent pas mal de solutions, que ce soit aussi bien sur le côté achat de crypto-monnaies, sur le côté détention de produits financiers comme par exemple du staking, ce genre de choses. Bref, globalement, ils permettent pas mal d'éléments et tous ces éléments-là, ils sont pas forcément enregistrés pour les gérer, que ce soit Coinbase ou Binance. Donc du coup, ils les attaquent pour ça. Deuxième élément, et qui est le cœur finalement du problème, c'est qu'ils les attaquent pour détention de ce qu'on va appeler des security tokens et échangeurs de security tokens. Là où jusqu'à maintenant, en fait, on pouvait considérer les cryptos comme un mélange de security commodity et on savait pas trop, il y avait une sorte de zone grise d'un point de vue législation américaine. Aujourd'hui, du coup, cette zone grise, elle commence à sortir et la SEC commence à les embêter pour détention et pour échange de security tokens. Peut-être qu'on pourrait expliquer, je sais pas, Gaëtan, Virgile, ce que c'est qu'un security par rapport à une commodity. Je veux bien expliquer. En fait, pour les security, pour les définir, en gros, pour des actifs financiers en règle générale, on a un test qui s'appelle le test de Howey, où en gros, il y a 4 conditions à réunir pour que cet actif-là soit considéré comme une security. En gros, le premier, c'est qu'on peut y investir de l'argent. Le deuxième, c'est qu'il faut une entreprise commune. Troisièmement, des retours sur investissement sont attendus. Et quatrièmement, cet actif est dérivé des efforts d'autres personnes. Et en soi, émettre une security, c'est pas vraiment un problème. Mais dans la législation américaine, quand on émet des actifs qui sont qualifiés comme des securities, il existe une loi qui date de 1933 où en gros, il faut respecter un certain nombre de règles, comme par exemple, la communication doit être encadrée, l'émission de tokens doit être encadrée également, et surtout, ils doivent être échangés sur des plateformes éligibles. Et c'est là où l'attaque en justice de la SEC, elle devient particulièrement intéressante. C'est que jusque-là, personne n'est capable de répondre si c'est une security ou si c'est une security ou pas. Et la SEC profite de ce flot juridique pour taper un peu sur tout le monde. Et c'est aussi pour ça que Binance et Coinbase commencent à montrer les dents vis-à-vis des régulateurs également. Ok, hyper clair. Et ce qu'on peut peut-être aussi traduire, parce que securities, c'est un terme qui est issu de l'anglais, donc
Security, ce serait l'équivalent en français de titre financier finalement. Exactement. C'est ça, je crois qu'on dit titre financier, valeur mobilière, il y a plusieurs traductions qui sont utilisées, mais c'est à peu Ouais. près ça l'idée, ouais, tout à fait. Bon, Gaëtan, qu'est-ce que tu en penses? C'est la fin de la crypto? Non, moi je pense qu'au contraire c'est positif. Il faut comprendre que la SEC, ça a été un acteur qui est censé être bienveillant, qui est censé réguler, mais qui n'a pas fait son travail ces 2 dernières années, puisqu'à chaque fois qu'un organisme a voulu la contacter, cette fameuse SEC, pour lui demander si oui ou non cet asset était une security, parce qu'il faut bien que quelqu'un le définisse, la SEC n'était jamais de bonne volonté, ne répondait pas vraiment à leurs questions. Donc, alors que Coinbase s'est présenté il y a déjà 2 ans pour dire voilà, on veut lister ce type d'asset-là, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'il faut qu'on s'enregistre, est-ce qu'il ne faut pas qu'on s'enregistre. Ils reçoivent des fins de non-recevoir de la SEC, en leur disant écoutez, on ne statue pas, on n'arrive pas à statuer. Ils n'arrivent même pas à statuer sur le cas de l'Ether, qui est un cas qu'on connaît tous. Ça fait 3-4 ans que tout le monde attend de savoir si Ether est une security ou une commodity. Il y a un gros débat. Et le président de la SEC, qui s'appelle Gary Gensler, est lui-même allé devant l'équivalent du Sénat américain. Il s'est fait auditer et il a tourné autour du pot pour ne jamais répondre à la question si oui ou non l'Ether était une security ou pas. Donc c'est très très dur pour ces organismes d'avoir une réponse. La SEC ne voulait pas trancher et je suis donc content qu'en fait cette plainte elle ait lieu parce qu'au moins devant la justice on va enfin trancher la question. On va enfin avoir une cour de justice qui va prendre la SEC d'un côté et les échanges de l'autre et définir un cadre peut-être réglementaire ou de jurisprudence qui définira enfin le process, ce qui est une security, ce qui n'est pas une security. Donc je suis pas trop inquiet sur le sujet. Je suis même plutôt content. Et je suis content que ce soit des gros acteurs parce qu'en fait, jusque-là, la SEC attaquait souvent des petits acteurs qui n'avaient pas moyen de se défendre. Donc, la plupart du temps, pas les moyens légaux de se défendre financièrement. Donc, la plupart du temps, ils settled. Donc, ils faisaient un accord financier pour dire OK, d'accord, on respecte ce que vous dites, on arrête. Et on vous paye tant en termes d'amende. Et là, c'est la première fois, après Ripple, qu'on a quelqu'un qui va défendre son beefsteak devant une cour de justice pour essayer de faire évoluer la loi. Et donc, c'est super intéressant parce que pour le coup, ils sont well-funded, comme on dit. Ils ont des fonds légaux très conséquents, que ce soit chez Coinbase ou chez Binance. Et donc, on va enfin pouvoir avoir ce débat qui va durer sans doute très longtemps, puisque pour ceux qui suivent le débat de Ripple, donc Ripple, c'est pareil, leur crypto-monnaie est taguée comme étant une security par la SEC. Donc, il y a une plainte contre Ripple de par la SEC depuis 2 ans et demi, je crois, maintenant. Et c'est toujours pas terminé. C'est toujours pas terminé aujourd'hui. Donc, on en a pour quelques années, je pense. Ouais, on est sur fin 2020, en fait, le début du procès de Ripple. Donc, on peut partir sur un ordre d'idées similaire pour Coinbase et Binance. C'est Ok. ça. On n'aura pas le fin mot de l'histoire après-demain, quoi. Non. Non, ça peut durer longtemps, et pour rebondir sur ce que dit Gaëtan, parce que je suis plutôt d'accord avec lui, il y a une teinte qui est très différente aux événements précédents, puisque très rapidement, Coinbase et Binance ont très joyeux, de manière très accentuée, en fait, montré leur intention de vouloir en découdre juridiquement et de pas, de régler, vraiment d'instaurer un rapport de force. Et je pense que c'est un signe assez particulier auquel effectivement une partie de la communauté s'est rattachée, de se dire, voilà, on a un rapport de force, on n'est pas d'accord effectivement avec la manière que vous avez de gérer les choses, et quelque chose se crée, quelque chose se cristallise. Je voulais juste rebondir sur ce point-là parce que il y a quelque chose qui est passé un tout petit peu inaperçu, quasiment 1 million de vues, qui est un tweet de la Quadrature du Net sur justement l'aspect que pour une criminelle, la pratique de certaines activités numériques, le fait d'utiliser du chiffrement numérique et des choses comme ça. Et c'est arrivé quelques jours avant la SEC, donc déjà Twitter était dans une activité un peu particulière par rapport effectivement à tout ce qui est chiffrement d'informations, tout ce qui est crypto, tout ce qui est cet aspect-là. Et donc arrive en plus cette nouvelle, donc on a une ambiance comme ça qui s'instaure sur les réseaux sociaux en disant voilà, on a deux grands guerriers, Binance et Coinbase, qui vont en découdre juridiquement avec la SEC pour dire voilà, c'est pas aussi simple que ça, définissons des règles et on joue avec celles-là, mais arrêtons de dumper le marché. Voilà. Oui, en fait, sous prétexte de protéger les investisseurs, ce qui pourrait être une préoccupation légitime, on se retrouve de facto avec une législation qui en fait réduit les libertés individuelles de tout à chacun de disposer librement de son épargne, de son patrimoine et de ses actifs, quoi. Tout à fait. Alors, il y a une question d'Onfire qui demande pourquoi ils essayent de définir quelque chose de nouveau avec un encadrement déjà existant. Ils ne devraient pas faire un nouveau cadre de législation pour quelque chose de nouveau. Justement, c'est là toute la complexité de l'affaire. C'est que la SEC a sciemment refusé de répondre à cette question-là. Et pour compliquer encore plus la chose, aux États-Unis, il y a plusieurs régulateurs différents et qui ont plusieurs règlements aussi qui parfois se contredisent. Par exemple, la SEC considère Ethereum comme une
security, alors que la CFTC la considère comme une commodity. Et c'est très, enfin, dans des marchés, enfin, typiquement américains où c'est très, où c'est très libéral, enfin, c'est très libéral, ça complexifie encore plus le délire. D'ailleurs, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a une vraie différence d'approche entre ce qu'on pourrait appeler l'approche américaine et l'approche européenne ou française. Où en France et en Europe, on va avoir tendance à définir un cadre juridique spécifique pour la crypto. En France, ça a été PSAN et en Europe, MiCA, où on va avoir une définition de ce que c'est que la crypto et ensuite des règles qui lui sont applicables. Alors qu'à contrario, aux États-Unis, on va chercher à faire rentrer la crypto dans une des catégories existantes. Donc il y a une vraie différence, même quasi philosophique, d'approche entre le régulateur américain et le régulateur européen. Et tout à fait, à ce sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une proposition de loi qui est faite au Sénat américain de deux sénateurs, justement, pour créer une nouvelle structure et avec des règles qui permettraient de définir ou pas si un crypto actif est considéré comme décentralisé ou non, globalement. Et du coup, s'il irait plutôt vers l'aspect commodity ou plutôt vers l'aspect security, ça fait pas mal de bruit, mais c'était 2 jours avant la SEC. Donc, effectivement, l'annonce de la SEC a un peu couvert médiatiquement la nouvelle. Mais c'est assez intéressant. J'en ferai sans doute un petit article, j'ai pas le temps de creuser. Et ils ont défini tout ça de critères en fait, qui permettraient de savoir voilà, si votre réseau est décentralisé depuis plus de 2 ans. Et par cela, on entend que par exemple, les tokens sont possédés par moins de 10% des investisseurs initiaux. Alors, votre crypto-monnaie pourra être considérée décentralisée. Donc, il y a une tentative de certains politiciens américains de créer cette sorte de nouvelle instance, ce nouveau cadre juridique. Mais c'est encore naissant et c'est à l'initiative que de certains à voir ce que ça devient. Et puis ça devient compliqué. Enfin, c'est des jugements qui sont extrêmement intéressants, mais qui sont pas forcément simples à expliquer à tout politicien. Donc, je veux dire, c'est pas leur milieu non plus, donc pas si évident. Mais par contre, je voulais rebondir sur ce que disait Jérémy, avec notamment le PSAN. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le PSAN, il a eu l'air de faire fuir les acteurs et de faire fuir notamment les petits acteurs qui n'ont pas les moyens de se protéger exactement comme il le faut, d'avoir toutes les conditions qui sont recommandées par l'État français. En revanche, pour les gros acteurs, pour les Binance, Coinbase, aujourd'hui, enfin surtout Binance en l'occurrence, on se rend compte que ça les attire d'avoir une régulation qui est organisée vers eux et qui leur parle en fait. Ok, certes, c'est chiant d'avoir des régulateurs, enfin évidemment que c'est chiant d'avoir quelqu'un à qui rendre des comptes, mais au moins ils ont des comptes à rendre et ils savent quoi rendre comme compte et derrière ça ne les met pas dans un flou et donc ça a plutôt tendance à les attirer. On peut voir tout ce qui se passe, même à Station F en permanence. Enfin, il y a des gros acteurs qui viennent régulièrement en France. Là aujourd'hui, Elon Musk a été invité à Vivatech, qui a lieu dans 1 semaine et demie, auquel on participera. Je veux dire, c'est la France amène les gens parce qu'on a décidé de réguler. On régule d'une manière qui n'est pas forcément optimale, toujours, mais en tout cas, notre tentative de régulation a tendance à attirer. Donc, on peut se dire que c'est un peu la même chose en Amérique. Peut-être que ça va avoir tendance à avoir un effet positif de définir un cadre légal, en tout cas d'amener la discussion qui doit amener le cadre légal qui est intelligent. Après, si je peux contrebalancer un petit peu tout ça, il y a quand même un côté énervant parce qu'il y a eu des volontés politiques qui ont tendance à changer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des vestes qui ont tendance à être d'un côté ou de l'autre. On peut voir, ne serait-ce que sur le cas Coinbase. Si on prend les 2 cas, Binance et Coinbase, autant Binance n'a pas encore trop de billes aux États-Unis, ils ont dû créer une société aux États-Unis pour pouvoir agir, ils ont dû être compliant avec au moins une loi pour pouvoir le faire. Autant Coinbase, eux, ils ont été très très loin parce qu'ils sont entrés en bourse, Coinbase. Les mecs, ils ont quand même dû déjà négocier avec la SEC pour pouvoir avoir tous les enregistrements qu'il fallait pour pouvoir agir en tant qu'acteur qui est capable d'être public sur les bourses américaines. Ouais. Et la SEC a déjà dit oui, elle a déjà dit yes, let's go, vous êtes complètement compliant, vous pouvez vous présenter en bourse. Donc du coup, il y a un côté un peu énervant qui est que il y a 3 ans, c'était complètement ok, vas-y, et maintenant c'est attends, notre politique a changé. Donc en fait, on n'est pas content. Coinbase, ils ont l'air très très énervés dans leur communication vis-à-vis de la SEC. Ils ont l'air d'avoir vraiment très très mauvaise parce que la sensation que ça donne, c'est que c'est le meilleur élève de la classe qui s'est fait taper sur les doigts, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement. Et puis surtout compte tenu du contexte, la colère de Coinbase est totalement légitime puisque Gary Gensler, le président de la SEC, a été
en contact beaucoup plus fréquemment avec un certain Sam Bankman-Fried qui était le cofondateur de FTX. Comme quoi, en fait, quand on est échanger, il faut financer les partis politiques et comme ça, t'es pas emmerdé. Hein. On va beaucoup commencer plus à simple. penser ça. Hein. À court terme, à court terme. Est-ce Ah, qu'on peut c'est- faire un point peut-être Virgile, sur la différence entre les plaintes contre Binance et contre Coinbase? Parce qu'il y a des plaintes communes avec les securities, mais il y a d'autres plaintes qui sont spécifiques que à Binance et pas à Coinbase. C'est intéressant qu'on parle quand même de Ouais, cette différence-là, je pense. exactement. Ouais, il y a certaines plaintes communes de la SEC, qui sont communes à Binance et Coinbase. Par exemple, le fait d'avoir listé des securities non enregistrés, et aussi le fait d'avoir proposé des services sur des securities qui étaient non enregistrés également. Par exemple, le staking. Si vous voulez, Coinbase a un service de staking avec le CBET, et selon la SEC, ce service-là n'est pas en règle. Mais il y a aussi davantage de plaintes qui sont spécifiquement ciblées du côté de Binance et surtout du côté de CZ, parce que CZ ou Changpeng Zhao, qui est le fondateur de Binance, il est spécifiquement visé par la SEC justement parce qu'il est accusé de plusieurs chefs différents, notamment de fraude et de trader contre les utilisateurs de Binance. Ok, ouais, effectivement, il y a cet angle, cette attaque par-dessus de la SEC qui met en cause la bonne gestion de Binance et qui fait entrevoir quasiment un scénario à la FTX. Ce truc-là, c'est un truc dont se défend activement Binance. Est-ce que vous trouvez que ces accusations de la SEC, elles sont crédibles ou est-ce que vous pensez que Binance s'est comporté correctement? Je pense. C'est très dur à voir de l'extérieur. Hein. Effectivement, les accusations sont sur la mainmise de l'entité Binance sur l'entité Binance US, qui sont censées être juridiquement bien séparées. Et donc, ça fait un peu penser justement à l'affaire FTX que tu mentionnes. Franchement, d'un point de vue extérieur, moi, c'est très dur d'avoir un avis. On sait que quand on utilise un échange centralisé, on délègue notre confiance à cet échange centralisé. Donc, posséder des fonds, c'est déléguer notre confiance. Donc, il faut que vous ayez confiance dans cette entité-là si vous l'utilisez. De là à aller jusqu'au scandale de FTX, je pense pas, mais ça reste vraiment spéculatif, on n'est pas à l'abri. Coinbase n'est pas du tout dans ce cadre-là, c'est pour ça que je me permettais de lancer ce débat, c'est qu'il ne faut pas dire que l'accusation est identique des deux côtés. C'est vraiment Coinbase, c'est uniquement sur l'aspect sécurité, il n'y a pas de plainte sur la mauvaise gestion, sur des fonds un peu chelous, pour le dire concrètement. Là où Binance, c'est un peu plus nébuleux, et donc il faut peut-être faire un peu plus attention. Si je peux me permettre, du coup, les plaintes vers CZ, en effet, elles sont réelles et elles existent notamment parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Binance, c'est un petit peu particulier. Ils ont dû créer une société en Amérique pour pouvoir agir sur place et avoir au moins une accréditation pour pouvoir agir. Du coup, en fait, il y a pas mal de leurs activités qui sont pas reconnues, pour lesquelles ils n'ont pas d'accréditation, ils n'ont pas d'enregistrement. Tu l'as rappelé, le staking, par exemple. Et du coup, en fait, ces éléments-là, ils le font quand même. Donc, c'est-à-dire qu'on peut venir stake en Amérique dessus. Donc, en fait, on peut aller sur, en gros, la plateforme Binance Monde pour pouvoir venir staker. Ce qui fait qu'en fait, il y a un problème de gestion des fonds. En fait, Binance Amérique, finalement, délègue à Binance Monde des fonds. Et donc, du coup, en fait, il y a des histoires d'entreprises qui font que, en fait, ils délèguent leur argent à une autre entreprise. Ce qui fait que, en fait, comme SBF le faisait avec finalement ces tokens qu'il envoyait auprès d'autres acteurs, quoi. Donc, d'un point de vue légal, cette plainte, elle a du sens. D'un point de vue, est-ce que c'est normal ou pas qu'il le fasse? En vrai, si c'est que ça, on peut se dire que oui, c'est à peu près normal. Donc, en effet, on n'arrivera peut-être pas au cadre terrible de FTX. En tout cas, on peut l'espérer. Si Binance pète, a priori, il y a une bonne partie de l'écosystème qui pète. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour un peu du sujet. To be continued, je pense que ça va être un long feuilleton qui va effectivement durer sur plusieurs années et qui, comme tu le disais, Gaëtan, en introduction, aura au moins le mérite de clarifier la position du régulateur américain qui a parfois une tendance à être un peu bicéphale, voire multicéphale, au-delà de même plus de deux têtes. Juste, si je peux me permettre, truc rigolo que j'ai lu hier, tant que j'y pense. En gros, quand on regarde un petit peu les déclarations des responsables de la SEC, il y a quelques années, ils disaient non, mais jamais aucune crypto ne sera considérée comme un security, jamais aucune crypto ne sera considérée comme une monnaie, ça n'a aucun sens. Et puis plus tard, il a commencé à y avoir des déclarations du président de la SEC disant oui, aucune crypto sauf Bitcoin ne peut être considérée comme comme commodity. Du coup, toutes les cryptos sont des security tokens. Ça n'a aucun sens de
de ne pas les considérer comme des actifs financiers comme ça. Et au fur et à mesure, on avance. Et là, dans les plaintes qui ont été déposées, en fait, il y a très précisément la liste des security tokens qui sont mises en jeu dans la plainte, quoi. Ouais. Et donc, dans le cadre de ces security tokens, on peut voir, je sais pas, du Matic, du Cardano, il y a plein de tokens comme ça. Mais on voit pas Ethereum. Donc aujourd'hui, ils avancent. Il n'y a pas Ethereum. Il y en a quelques-unes comme ça qu'on ne voit pas. Donc du coup, ils commencent à considérer Ethereum, en plus de Bitcoin, comme commodity. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à Ethereum comme vraie monnaie. Peut-être. Qui sait. C'est limite rassurant que Bitcoin et Ethereum soient pas cités parce qu'au moins on sait qu'ils sont pas concernés par les plaintes. Bien sûr. Donc ça va. Bon, allez, sujet suivant. Allez, sujet suivant. La centralisation du staking sur Ethereum. Ce fameux security. Ce fameux security. Commodity, on a dit. Commodity. Vous savez que sur Ethereum, le fonctionnement actuel du réseau, c'est un fonctionnement qui passe par la preuve d'enjeu. Donc vous avez non plus des mineurs, mais des validateurs qui déposent un stake sur leur nœud pour pouvoir valider les transactions qui sont sur le réseau. Il faut au minimum 32 Ethers pour pouvoir le faire, pour pouvoir faire un validateur. Il se trouve que comme 32 Ethers, c'est une limite que tout le monde n'atteint pas, évidemment. C'est une limite qui est assez haute. Ça doit représenter c'est pas quelque chose comme 50 000 euros, quelque chose comme ça à peu près, en fonction du moment où on regarde le cours. Vous avez des acteurs qui vous permettent en quelque sorte de leur déléguer le staking. Donc vous allez confier votre Ether à ces acteurs et ils vont faire le staking pour vous, ce qui crée finalement une forme de centralisation. Du coup, on a tout un tas d'acteurs qui se partagent ce marché de la centralisation. Le plus connu est Lido. Et on se retrouve avec un Lido qui est dans une position aujourd'hui très dominante, trop dominante peut-être, c'est ce dont on va parler tout de suite. Donc Lido, ce fournisseur de services de staking en Ether, a-t-il aujourd'hui une position qui est trop dominante au sein d'Ethereum, et est-ce que ça pourrait même menacer la bonne décentralisation du réseau, la bonne gestion du réseau? C'est ce dont on va débattre tout de suite. Gaëtan, est-ce que tu veux nous présenter un peu la situation? Oui, et je pensais peut-être même faire un point sur le staking d'Ethereum de manière générale, où on en est aujourd'hui. On a avec un petit dashboard qui est très intéressant, qu'on a trouvé, qui va montrer justement la part relative de Lido par rapport au staking en général. Donc je devrais pouvoir réussir à présenter mon écran. Hop, je vous fais ça de suite. Vous me dites si ça fonctionne, mais normalement ça devrait être bon. Nickel. C'est nickel. Oh, que c'est beau. Ok, donc c'est un dashboard Dune, pour ceux qui connaissent, qui permet en fait de faire des requêtes sur des données directement sur la blockchain, pour simplifier. On a au total aujourd'hui 22 500 000 Ethers qui sont en staking, qui sont en enjeu sur la blockchain Proof of Stake. Donc c'est assez important, ça représente 19% de tous les Ethers en existence. Donc c'est vraiment un taux qui est bas par rapport à d'autres blockchains Proof of Stake, mais qui est haut quand on sait d'où vient Ethereum et que c'est quelque chose de récent. Le merge, ça a moins d'1 an. Ça représente 705 000 validateurs. Alors en fait, c'est 705 000 fois 32 Ethers. Ça représente également un net flow, donc c'est-à-dire depuis qu'on est passé à Shanghai, vous savez, qui permettait de débloquer ces Ethers. On pouvait enfin sortir avec les Ethers qu'on avait stackés par le passé. Une augmentation du nombre d'Ethers stackés de 3 millions, 3,3 millions Ethers. C'est assez intéressant à regarder puisque la plupart du monde anticipait justement un exode massif des stakers qui allaient enfin récupérer leurs fonds après 2 ans d'attente. En fait, c'est tout l'inverse qui a eu lieu. Il y a eu plus de staking depuis que Shanghai a eu lieu et qu'on peut retirer son stake. On a même une courbe ici qui montre l'évolution du staking au cours du temps. Et on voit enfin là, une courbe bien, avec une pente bien plus raide depuis la mise en place de Shanghai. Donc on a eu tout l'inverse de l'effet escompté. On a dérisqué la technologie, ce qui a augmenté le nombre de stakers, en fait, tout simplement. Donc sur ce nombre de staking, le chiffre qui est assez intéressant et important à voir, c'est la part relative de Lido, pour la contextualiser. Donc on a 31% des 22 millions d'Ethers stakés qui sont actuellement stakés par Lido. Et 31%, c'est vraiment un chiffre considérable. Pour regarder par rapport à la concurrence, vous avez un petit détail ici, ligne par ligne, mais ici, vous avez un petit camembert ici. Donc, on a Lido qui est loin devant tout seul avec 31%. On a 28% de non identifiés. Donc, on ne sait pas qui il y a derrière. Ça peut être des individus comme vous et moi, des solo stakers à la maison. Et ensuite, le deuxième plus gros acteur est Coinbase avec 10% et Binance avec 5%. En pooling décentralisé, on a Rocket Pool, sinon qui est vraiment un vrai concurrent à Lido, enfin un concurrent avec une stratégie différente, mais qui ressemble un peu dans l'idée générique, qui est à 3%. Donc on se rend compte quand même de l'ordre de grandeur de Lido par rapport au reste du staking. Et on peut se poser la question vraiment de
de la dangerosité de dépendre, en fait, d'avoir 31% du stake chez un seul acteur. Alors, c'est pas vraiment un seul acteur. Lido récupère les Ethers de la part des gens comme vous et moi qui leur donnent, mais ensuite, Lido redistribue à des acteurs qui whitelist, donc d'autres acteurs privés, tous différents. Il y en a 29 en tout à ce jour qui ont été whitelistés, et donc Lido délègue ces Ethers à chacun de ces 29 acteurs, si vous voulez. Donc, il ne faut pas voir Lido comme une seule grosse entité. Lido, c'est un conglomérat d'entités whitelistées par la DAO de Lido. Ce qui pose question, c'est le contrôle de la DAO de Lido, puisqu'il contrôle au final 31% du staking d'Ether. Et avec 31%, on peut endommager le réseau. 31% encore, ça va. Mais si on dépasse 34%, si Lido voulait attaquer Ethereum, Lido pourrait faire en sorte d'arrêter la finalité d'Ethereum, puisqu'il faut qu'il y ait 66% des validateurs qui soient actifs et tous d'accord et honnêtes pour qu'on ait une finalité des époques sur Ethereum. Et si Lido possède plus de 34%, Lido peut mettre à mal cette fameuse finalité. Donc normalement, on essaie de ne pas dépasser ce montant un peu plancher de 34%, mais même, on ne devrait même pas dépasser 15 à 20% en termes de décentralisation. Donc voilà un peu pour faire un tableau général du problème. Et après, chacun peut peut-être donner son avis sur ce qu'il en pense. Ouais. J'aurais une question à te poser, Gaëtan, par rapport à la finalité, parce qu'il y a eu effectivement quelques semaines, Ether avait un tout petit peu calé, on avait du mal à trouver la finalité, mais pour les utilisateurs, ça n'avait rien changé, hein, parce que globalement, on peut continuer à utiliser. Pendant combien de temps la finalité peut être bancale avant que ça devienne problématique? La finalité, le fait qu'elle soit bancale, c'est problématique immédiatement pour les validateurs en tant que tels, mais c'est jamais problématique pour les utilisateurs. Donc même si ça avait duré 3 mois, ça n'aurait pas gêné l'utilisation d'Ethereum en tant que tel. La finalité, ça empêche juste d'avoir une sécurisation pérenne des blocs de la blockchain Ethereum, et donc on n'est pas à l'abri d'une réorganisation. C'est-à-dire que si tu fais des montants de forte valeur sur cette blockchain-là, tu as envie quand même à un moment d'avoir une finalité qui t'assure qu'on ne reviendra pas en arrière, que la transaction elle est ad vitam aeternam dans la blockchain. Tant que tu n'as pas cette finalité, tu perds ce petit avantage, si tu veux, mais à part ça, la blockchain vivait toujours, et on peut vivre comme ça pendant des mois et des mois. Ok, donc voilà, donc ça veut dire que ça limite un peu le risque effectivement des problèmes de finalité. Ça chamboulerait quand même pas mal. Mais... on perd la finalité, mais on perd pas la blockchain. La blockchain ne s'arrête pas. C'est pas comme des blockchains classiques de proof of stake comme Solana ou les blockchains de Cosmos avec Tendermint, où là, effectivement, s'il y en a plus de 34% des validateurs qui deviennent rogue, qui retournent leur veste ou qui même se déconnectent, la blockchain ne fonctionne tout simplement plus. Il n'y a plus de bloc. Allez, en pause. Alors, il y a une question de Kreit, j'espère que ton pseudo n'est pas trop écorché, où en gros, il demande est-ce que réduire le montant nécessaire pour staker réduirait la centralisation? Il y a déjà des propositions pour ça. Il y a notamment Rocket Pool qui fait ça, et en plus, avec la mise à jour Atlas qui a été déployée récemment, on peut construire des validateurs avec 8 Ethers. Il y a toute une série d'alternatives qui permettent d'abaisser les barrières à l'entrée pour participer au staking, tout simplement. Mais c'est justement de là d'où vient la polémique, c'est que la nature va toujours au chemin le plus simple, et le chemin le plus simple pour participer au staking, c'est les LST, c'est les liquid staking tokens. Alors que la solution la plus décentralisée, c'est d'avoir son propre validateur avec ses propres Ethers. Le seul problème, c'est que pour adopter ce genre de solution, ça nécessite un certain budget et surtout des connaissances techniques que tout le monde n'a pas forcément. Et c'est justement cette voie de la facilité qui génère de la centralisation. Ce qui est vachement... Je me permets, comme ça j'ai fini mon explication. Ce qui est vachement intéressant, en fait, c'est que quand on n'a pas 32 Ethers, on n'a pas beaucoup de solutions pour participer au Proof of Stake d'Ethereum aujourd'hui. On en a même que 2 très connus et des nouveaux qui arrivent. C'est Lido d'un côté et Rocket Pool de l'autre. Mais la grande différence entre ces 2 types de solutions, c'est les personnes qui, derrière, font tourner les nœuds. Lido, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est 29 entités, donc c'est des entreprises connues qui ont un pignon sur rue, on va dire, qui font tourner ces nœuds validateurs. Là, au Rocket Pool, ce sont des particuliers, des gens comme vous et moi, qui créent un validateur en prenant 16 Ethers à eux et 16 Ethers à la communauté, qui viennent de donner leur Ether à Rocket Pool, justement. Depuis peu, c'est passé à 8, donc ils mettent 8 Ethers à eux et 24 Ethers à la communauté. Donc quand on choisit un service comme Rocket Pool pour stacker à notre place, on aide vraiment la décentralisation du réseau. Parce que Rocket Pool, c'est 2500 nœuds différents, donc 2500 particuliers, pour résumer, différents à travers le monde, qui font tourner des nœuds. Comparer 2500 avec 29, on comprend de suite le gain en décentralisation et en sécurité pour la blockchain. Donc, il faut vraiment faire attention dans votre choix. Il ne faut pas être uniquement fixé dans l'appât du gain et dans la facilité. C'est quasiment aussi simple maintenant d'utiliser Rocket Pool que d'utiliser Lido.
Il faut faire attention à cette trade-off de décentralisation et bien savoir avec qui vous avez du business derrière, en fait. Qui c'est qui s'occupe de valider pour vous, globalement. On a parlé du coup de la problématique de la centralisation. En vrai, la problématique de la centralisation chez Lido, elle existe puisque, comme on l'a dit, il y a un trop grand pourcentage qui est affilié au nœud de Lido. Mais encore une fois, en fait, si on le divise par acteur, bah, chaque acteur a réellement que quelques pourcents. Là où un Coinbase a directement 10% de la part du gâteau en étant un seul acteur. Donc, finalement, il y a quand même... C'est mieux, disons, Lido que Coinbase, quand même, si on regarde un petit peu les facts. Non, mais en fait, le problème, c'est que ça amène plein de risques. Ça amène un risque sur qu'est-ce qu'on fait, en effet, qu'est-ce que fait Lido si un jour ils ont assez de pouvoir. Est-ce que les personnes qui participent à la DAO de Lido vont vouloir s'accorder pour faire n'importe quoi? On n'est pas sûr, mais c'est possible. Après, encore une fois, les enjeux économiques font que, bon, en vrai, il y a peu de chance. Par contre, l'un des vrais risques qui existent, c'est les risques de hack. En gros, globalement, tous les protocoles de liquidity staking sont des protocoles qui sont liés à des smart contracts. Et donc, il y a des smart contracts chez Lido et tout smart contract peut se faire hacker de la même manière. Donc, il y aurait un vrai problème si d'un coup, je sais plus, c'est 30% des 20% stakés dans le monde se retrouvent complètement à la rue. Sachant en plus, hier, j'ai un peu digue le truc un peu loin pour voir les impacts que ça a sur les différents protocoles. Lido, si on vient participer à Lido, il faut savoir qu'en réalité, il n'y a que très peu des ETH stakés qui sont sécurisés par des assurances. Il y a, je crois, 1,5%, si je dis pas de conneries, ce que je voyais hier, qui sont gérés par des assurances. Donc, si un jour, on se retrouve avec un Lido qui pète, en fait, ils n'ont pas de quoi rembourser les gens qui participent à Lido, donc c'est un vrai problème. Et en plus de ça, du coup, il n'y a plus du tout de staking sur Ethereum. Enfin, il y a 30% de staking en moins sur Ethereum, donc on ne sait pas ce que ça donne. Là où un Rocket Pool a des systèmes d'assurance un peu particuliers, où en fait, il faut surcollatéraliser. Il y en a d'autres qui proposent même de l'assurance chez Nexus. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs qui sont possibles. Et Lido fait pas trop le taf. Même si Lido, dans les derniers rapports, indiquait qu'ils souhaitaient ouvrir leur pool de validateurs à beaucoup plus d'entités que ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, comme tu disais, il y en a 29. Ils comptent, en tout cas en mars, ils en parlaient beaucoup, ouvrir leur système à beaucoup plus de gens. Il suffit juste de s'inscrire sur leur site pour pouvoir devenir validateur chez eux et avoir moins en fait de restrictions à l'entrée, quoi. Donc bon, est-ce que Lido fait du bon travail ou pas? On n'en sait trop rien. Ils sont surtout extrêmement bien d'un point de vue audit de sécurité. Moi, en tout cas, ça c'est un truc qui moi me touche. Ils ont genre 7 audits avec des très gros auditeurs pour vérifier que ça fonctionne bien. Donc, a priori, c'est pas mal. Le seul truc, c'est en effet, qu'est-ce qui se passe si ça va mal? En fait, c'est surtout ça le problème, moi, de mon point de vue. C'est pas la centralisation, parce qu'en fait, la centralisation, elle est existante, mais de manière modérée. C'est qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal, et si ça se passe mal, il est pas très bien géré aujourd'hui. Ok, donc si j'ai bien compris, Cyril, si ça se passe mal, ça veut dire qu'on n'a plus le smart contract qui lie les les whitelistés à celles et ceux qui ont prêté. Bon, en tout cas, le truc continue à tourner. C'est-à-dire que les whitelisters sont des entreprises, des êtres humains qui ont une certaine conscience et qui vont peut-être se dire, j'ai pas envie que Ether dump, donc je vais maintenir l'animal, enfin, je continue à faire le jeu. A priori, je dis bien a priori, bien entendu. Il y a aussi une autre question que je voudrais poser qui pour moi est primordiale. Que se passe-t-il avec tous les Ethers qui ne sont pas stackés? Parce que finalement, quand on regarde bien, la très grande majorité des Ethers ne sont pas stackés. Alors, est-ce qu'ils sont mobilisés dans du Wrapped Ether qui sert pour d'autres types de protocoles de DeFi notamment? Est-ce qu'ils servent à créer du stable décentralisé en tant que token de garantie, etc., etc. C'est-à-dire que si à un moment donné cette crise arrive, sachons qu'il y a quand même une très grande partie des Ethers qui ne sont pas stackés, qui pour le coup pourraient se retrouver stackés afin de sauver le réseau, puisque celles et ceux qui en détiennent ont tout intérêt à que le token ne suive pas, ne dumpe pas suite à un problème du réseau. Donc c'est pourquoi, d'après toi, Gaëtan, y a-t-il autant d'Ethers hors des clôtures? Alors, c'était une bonne question et ça fait une bonne transition vers le point où je voulais en venir. C'était pourquoi est-ce que Lido a eu du succès? Il faut comprendre qu'avant, ton Ether, il était soit dans la DeFi, soit sur la blockchain, tu pouvais l'utiliser, soit il était en staking. Et il n'y avait pas de en même temps. Les deux en même temps, on connaît bien ça en France. Donc, c'était soit l'un, soit l'autre.
Et les protocoles comme Lido, ils ont créé les liquid staking tokens, ils ont permis de tokeniser le fait de staker de l'Ether. Donc on avait un token qui gagnait de l'intérêt grâce au staking, mais qu'on pouvait lui-même réutiliser dans les protocoles de la DeFi. Et si des protocoles comme Lido ont eu autant de succès, c'est parce qu'on pouvait enfin gagner les rendements du staking d'Ether et en même temps utiliser notre capital pour, par exemple, amener du collatéral sur AV et emprunter du stablecoin. Et ce tel succès, il vient surtout de ça, en fait. Il vient de l'avantage concurrentiel de Lido par rapport aux autres. C'est quelque chose qui se fait progressivement. On a quand même 20% des Ethers qui sont stackés aujourd'hui. C'est pas énorme, mais c'est quand même beaucoup en soi. Et s'il n'y en a pas plus, c'est parce que c'est quelque chose qui a été dérisqué il y a très peu. En fait, le staking d'Ethereum, c'est encore risqué. On pouvait en sortir que depuis 2 mois. On dépend encore de risques de smart contract comme avec Lido ou comme avec Rocket Pool. Et donc forcément, l'Ether aujourd'hui, il était plus dans les wallets des personnes ou dans les protocoles de la DeFi qu'en staking. C'est pour ça que ça met du temps, mais ça va quand même très vite, puisqu'on est à 20% aujourd'hui. On pense atteindre un équilibre d'environ 50%. C'est un peu l'objectif des core devs d'Ethereum quand ils en parlent. Ils targetent quelque chose comme 50%, ça devrait largement suffire à la sécurité. Et si l'Ether doit devenir une monnaie plus tard, il faut aussi qu'il soit liquide. S'il y a 95% des Ethers qui sont en stacking, l'Ether, ça ne deviendra jamais une monnaie. Il n'y en aura pas, en fait, il ne sera pas à disposition. Sauf si tout le monde passe par des LST, des Liquid Staking Tokens, comme ceux de Lido. Mais ça a d'autres risques, comme on est en train de voir. Tout à fait. Donc ça répond à ta question, et en même temps, c'était donner les avantages de Lido, c'était vraiment ça, c'est qu'ils ont été les premiers à créer un liquid staking token pour avoir le meilleur des deux mondes, et ils ont été aussi, grâce à eux, on a empêché, Cyril l'a bien dit tout à l'heure, une cannibalisation du staking par des échanges centralisés. S'il n'y avait pas eu Lido, le problème il aurait peut-être été pire, puisqu'on aurait eu Coinbase qui aurait eu 50%, enfin Coinbase et Binance qui auraient eu 50% du staking. Donc Lido est un acteur qu'il faut surveiller, mais il a aussi été sans doute positif à court terme pour le staking d'Ethereum. Et il va s'ouvrir à d'autres types de validateurs, d'opérateurs que les 29 dont on a parlé. Il va apparemment même s'ouvrir à des particuliers qui pourraient venir le rejoindre. Je pense que ce ne sera pas aussi permissionless que Rocket Pool, mais il semble s'y rapprocher. Voilà, donc affaire à suivre, mais il faut les contrôler quand même. Il ne faut pas leur faire une confiance aveugle. C'est don't trust, verify, c'est comme ça en blockchain. Quel conseil est-ce qu'on peut donner à l'honnête petit staker qui ne veut pas faire tourner son nœud à la maison parce que peut-être c'est trop technique ou peut-être qu'il n'a pas assez d'Ether, mais qui veut quand même participer à la décentralisation du réseau? Quel conseil est-ce qu'on peut lui donner pour se comporter d'une manière qui aide le réseau à être bien décentralisé et sain? Si on parle de petit porteur, donc c'est une personne qui n'a pas les 32 ETH. S'il n'a pas les 32 ETH et qui veut participer à la décentralisation, il n'y a pas 1000 moyens, c'est Rocket Pool, enfin, de ce que j'ai l'impression. Staker sur des services centralisants comme les SEX, enfin les Coinbase et Binance, les plateformes d'échange centralisées. Ça paraît pas très sain parce que c'est des acteurs centralisants et cannibalisants, comme le disait Gaëtan juste avant. À côté de ça, Lido, c'est pas encore parfait d'un point de vue décentralisation, donc Rocket Pool. Rocket Pool pour vous aussi, les autres? Et me concernant, je voulais surtout dire qu'il y a, enfin, même s'il y a Rocket Pool comme alternative principale, faut savoir aussi qu'il y a plusieurs autres alternatives qui existent également. Il y a Stakewise, il y a Frax qui a lancé le Fraxit. Très bien, Frax, ouais. Il y a peu de temps, et puis surtout c'est une industrie en plein essor. Il y a énormément de projets d'LST qu'on ne connaît pas encore. Tu recommandes pas Frax, Gaëtan? Non, je ne recommande pas Frax du tout parce que pour l'instant, Frax est extrêmement centralisé. Tous les Ethers que tu donnes à Frax, tu les donnes à l'équipe de Frax qui ont un seul nœud opérateur et qui font tout seul. Donc on est très très loin de la décentralisation. Ça va arriver. Ils ont leur roadmap pour la V2. Oui. Mais moi, je vous conseille que tant que ça n'est pas arrivé, ne touchez pas à Frax. C'est un conseil personnel. Rocket Pool, c'est la meilleure solution à court terme tant qu'ils sont petits. Aujourd'hui, c'est 3%. Quand Rocket Pool fera 20%, moi, je déconseillerais aux gens d'aller sur Rocket Pool. Rocket Pool sera suffisamment gros à 20%. Mais aujourd'hui, c'est un bon conseil en termes de décentralisation. Soit vous avez vous-même 8 Ethers, et si vous êtes un peu geek, je vous invite à faire un nœud vous-même, c'est super intéressant, vous allez apprendre plein de choses. Soit vous avez moins de 8 Ethers, où vous n'avez pas envie d'être geek, et juste vous déléguez vos Ethers à Rocket Pool, c'est comme un swap, sur Uniswap. Vous avez des Ethers, vous récupérez des R-Ethers, et en 5 minutes, vous participez au staking d'Ethereum, c'est rapide. Ouais, c'est ça pour vous. Désolé, non, vas-y, je t'en prie. C'est en gros la question de qui la Reyes. Rocket Pool, c'est minimum 8 Ethers. Alors c'est plus un certain montant en token RPL pour construire un validateur.
Ça, c'est Et, pour être nœud validateur, hein, parce que ouais, c'est si pour c'est être juste pour avoir des validateur. R Ether avec 0,01 Ether, vous pouvez commencer à participer au consensus. C'est pour ceux qui veulent devenir validateur à la maison. C'est Faut ça. pas, si vous avez moins de 8 Ether, vous pouvez toujours utiliser Rocket Pool. C'est juste que vous n'êtes pas un validateur, vous êtes quelqu'un qui donne vos Ether à Rocket Pool. C'est super intéressant et faites-le. Enfin, on ne peut que nous vous conseiller. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est si vous voulez participer au Ouais. staking. Exactement. Si vous voulez participer à la décentralisation d'un réseau, participer à un réseau distribué, ce n'est pas pour gagner de l'argent. C'est à chacun de faire sa gestion du risque et choisir ses options, bien évidemment. Ouais. D'ailleurs, Gaëtan, si on regarde d'autres blockchains en proof of stake, comme par exemple Tezos ou Cosmos, où tu as une délégation, c'est-à-dire que tu as tes atomes et tu peux les donner à un valide, enfin tu peux les prêter à un validateur et tu les récupères. Et là où en fait on voit qu'il y a des centaines et des centaines, et c'est plutôt équilibré au niveau de cette partie-là, est-ce qu'à un moment donné, il y aurait des mises à jour sur Ether qui permettraient ce proof of stake delegate, quoi? Ah, c'est un vaste débat, c'est super intéressant. En fait, Lido et Rocket Pool, c'est un moyen de revenir au Delegate Proof of Stake. Et initialement, Ethereum ne voulait pas faire ça. Et donc, c'est un moyen détourné d'y retourner. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que le Delegate Proof of Stake est très limité en nombre de validateurs. Un Delegate Proof of Stake, ça fonctionne jusqu'à 1000 validateurs, C'est bien 1000 quand même. nœuds. Et après, ça marche pas. Bah, Rocket Pool tout seul en fait 2500. Donc, ça prouve quand même que le choix de design d'Ethereum est bien plus important en termes de décentralisation. Ils n'ont pas voulu se limiter à 1000 nœuds validateurs. Ils ont voulu aller bien plus loin. Donc, on a recréé ce Delegate Proof of Stake par-dessus, mais au moins, on n'empêche pas à des gens comme toi et moi de devenir validateurs. Sur Tezos et sur Polkadot, je te souhaite bon courage pour devenir validateur et d'être dans les top 1000 mondiales avec suffisamment de dot ou suffisamment de bandes passantes pour être validateur. Au moins, avec Ethereum, Ouais. tu peux. Je comprends, ouais. Après, pour en terminer avec le sujet de la centralisation de TH, si on a ce genre de débat, je souhaiterais personnellement qu'on ait aussi ce genre de débat avec Bitcoin, puisque pour l'instant, il y a deux boucles de Oula. minage qui ont plus de 50% de la capacité de calcul. On va être obligé de prolonger l'émission d'une heure. Ouais, Mais c'est une bonne idée de débat pour une prochaine chronique. On note, je Ça- note. ça fera un autre. Ah, mais on va repartir sur comme quoi Bitcoin c'est de la merde. Non. Interdit. Ok, bah merci en tout cas pour ce deuxième sujet que je vous propose de boucler là pour aujourd'hui, et puis on pourra le reprendre une prochaine fois. Le troisième sujet qu'on avait aujourd'hui, c'était une interrogation presque un peu plus philosophique. On a décidé de décaler un petit peu la réflexion, et notamment de reprendre un débat qui a eu lieu pas mal sur Crypto Twitter ces dernières semaines, qui est qu'est-ce qui fait au final la valeur d'un ERC20? Est-ce qu'on est plutôt du côté d'une forme de valeur sociale? Est-ce que c'est une valeur qui est intrinsèque, ou on pourrait dire technologique aussi? Pour rappel, juste avant de lancer le débat, pour rappel, un ERC20, c'est le format de jeton que vous allez pouvoir trouver sur Ethereum et qui est utilisé par tout un tas de projets. Tous les jetons que vous allez pouvoir manipuler sur Ethereum, dans l'immense majorité des cas, c'est en fait des ERC20. Donc c'est de ça dont on parle. Alors, est-ce que ces jetons, ils ont une valeur qui est définie par finalement une forme de consensus social, ou est-ce que c'est plutôt le reflet de leur utilité technologique? C'est ce dont on va débattre tout de suite. Qui veut entamer les hostilités? Si je peux commencer, en vrai, ce sujet il découle d'une discussion qui a eu lieu sur Twitter, comme tu l'as rappelé. Et elle découle notamment d'une discussion qu'il y a eu avec John Charbonneau. Pour ceux qui connaissent, c'est un analyste financier, il travaille chez Delphi Digital, je crois, ou je sais plus. Il travaille. Travaille. Et du coup, en gros, cette discussion qui vient, elle a eu lieu en fait sur les roll-ups, sur qu'est-ce que c'est qu'un roll-up et qu'est-ce que c'est que finalement les layer 2 que l'on voit passer. Où est la valeur de ces roll-ups? Et bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que en vrai, c'est un peu chiant. Mais la discussion est arrivée sur, en fait, un roll-up, sa valeur et ce que c'est réellement qu'un roll-up, c'est son bridge. C'est ce qui permet en fait de lier à Ethereum. C'est ce qui permet de lier un réseau qui est d'un côté à Ethereum qui est la base sur laquelle il vient donner ses résultats de computation. Bref, ce truc-là, cette discussion-là, elle a un peu évolué, et notamment sous l'œil et l'œil malin de Dankrad, qui est l'un des développeurs core d'Ethereum, qui en est venu à dire une phrase, ouais, en fait, les roll-ups, ce sont des bridges. La valeur des roll-ups, c'est la valeur du bridge.
La valeur du coup de quelque chose, c'est le consensus que l'on donne à ce truc-là, puisque finalement le bridge, c'est la confiance que l'on donne. Enfin, c'est ce qui permet de garder la confiance du réseau sur le réseau primaire. Donc du coup, en fait, tout n'est que confiance. Donc du coup, il a posté un tweet, MyERC20 is consensus. Enfin, il a de la valeur par son consensus. Et du coup, c'est un truc qui, moi, m'a amusé. Je sais pas, j'en ai parlé en conférence de rédaction, on va dire ça, sur quels sont les sujets qu'on va aborder. Et on a décidé de le faire parce qu'en fait, la valeur d'un jeton, à chaque fois, elle est intéressante à étudier. Et en vrai, la question, elle est polymorphe. Quelle est la valeur de mon ERC20 ? On pourrait parler de plein de choses, on pourrait parler de la valeur de consensus que ça a, puisque des personnes l'utilisent, alors dans ce cas, ça vaut quelque chose. On pourrait se dire que ça a de la valeur parce que ça nous donne des services, et donc du coup, enfin bref, il y a plein de choses à dire, et c'est pour ça qu'on s'est amusé à poser cette question, alors qu'à la base, ça partait d'un sujet extrêmement technique sur vraiment qu'est-ce que c'est qu'un roll-up. Voilà. Je laisse la parole. Tu as fait une bonne introduction, effectivement, de pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce sujet, et je vais essayer de le rendre plus terre à terre avec un exemple. Avec 2 exemples différents. Quand on pense à l'USDC, qui est l'un des tokens les plus connus aujourd'hui sur Ethereum, on peut se dire, est-ce que la valeur de mon USDC est sécurisée par la blockchain, par la technologie, par le fait que effectivement le smart contract indique que moi je possède 1000 USDC dans mon wallet, ou est-ce qu'il est sécurisé par le fait que Circle, qui est l'émetteur de l'USDC, il est bien d'accord pour me donner 1000 $ en banque le jour où je vais lui rendre mon token, et que du coup je vais bien récupérer les fameux 1000 $ qui sont censés être représentés par ces 1000 tokens. Et c'est une très bonne question parce qu'en fait, Circle, du jour au lendemain, peut socialement décider que tous les USDC qui sont présents sur Ethereum ne valent rien. Ils disent, bah non, nous, on refuse de vous donner des dollars en banque pour les tokens que vous avez sur Ethereum. Et donc, l'USDC, c'est un exemple, vraiment un bel exemple d'un token dont le consensus est plutôt social, la sécurité est plutôt sociale, parce qu'ils peuvent blacklister n'importe qui, ils peuvent refuser de vous rendre vos dollars contre vos tokens. Ils font un peu ce qu'ils veulent en fait. Ils ont un gros pouvoir sur les blockchains aujourd'hui, et c'est vraiment l'exemple d'un token au consensus social. On a d'autres tokens où c'est un peu plus délicat. On peut par exemple penser à des tokens de DAO. Si on prend la DAO de AV, aujourd'hui c'est les tokens de AV qui contrôlent cette DAO, qui ont le droit de voter. Il faut un quorum, une majorité. Du jour au lendemain, AV pourrait dire, bah écoutez, à partir de maintenant, le token AV, on est plus ou moins d'accord socialement pour dire que c'est pas lui qui a de la valeur. On crée un nouveau token depuis zéro qui s'appelle AV' ou AV2 ou ce que vous voulez. Et puis on décide socialement que c'est celui-ci qui va nous permettre de voter. Bah en fait, vous pouvez rien faire. C'est à partir du moment où socialement ce choix a été fait. C'est pas parce que vous aviez des AV dans votre wallet, des tokens AV, que vous avez un pouvoir quelconque et que la technologie vous assure de tout ça. Et c'était ça un peu le débat. C'était au final, est-ce que tous les ERC20 ne sont pas des sovereign ERC20, pour revenir au débat des roll-up, c'est un débat entre les sovereign roll-up et les roll-up classiques. C'est est-ce que tous les ERC20 ne sont pas sovereign par défaut? Est-ce qu'on ne dépend pas toujours de l'émetteur de cet ERC20 pour la valeur de ce token? C'est de là que vient le débat, et si je le résumerai, c'est avec ces 2 petits exemples. Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Que... Moi, je pense que le ERC20, c'est le retour de la monnaie promesse. Ah. Je veux dire, allez, un gros débat philosophique. Alors, vous savez que moi, je me bats beaucoup pour cette grande distinction entre coin et token. Un coin étant le jeton de gouvernance au sein d'une blockchain, la manière avec laquelle on récompense les validateurs et les mineurs. En fait, ce qui fait tourner l'économie d'une blockchain, ce qui fait tourner l'infrastructure. On appelle ça un coin, ce qui veut dire qu'on ne devrait pas dire un stablecoin, on devrait dire un stable token, puisque un stablecoin, c'est un ERC20. Et effectivement, cette notion de token, c'est le retour du privé, c'est le retour de l'entrepreneuriat, c'est le retour de la promesse, parce qu'en fait, si on regarde bien, la quasi-totalité des ERC20 sont liés d'une manière ou d'une autre à une entreprise, à un acteur qui définit une valeur de cet objet numérique, par rapport à une promesse ou par rapport à une réalité. Si par exemple tu as l'utilité token, c'est voilà, on va lancer un token qui s'appelle le Tartampion, et le Tartampion va te permettre d'accéder à tel service le jour où il sera développé. Donc c'est la promesse que le service fonctionne. Si on parle d'un stable token, une entreprise ou un protocole crée un token qui est lié à une valeur pégée qui est le dollar, et en fait tu as confiance que le bonhomme te rembourse, ou tu as confiance que le smart contract, le MAI, le DAI ou ce que tu veux, ou le Terra Luna pour revenir là-dessus, qui garantit en fait la validité de ton stablecoin, continue à fonctionner et ne se fasse jamais hacker. Donc il y a une notion de promesse très très forte et très privative qui existe avec le ERC20, et ça a la valeur de l'être humain. Quand on dit où est la valeur de mon ERC20, elle est à la valeur de l'être humain.
Là où la blockchain, d'une certaine forme, en tout cas à mon sens, se détache un peu de l'être humain en créant quelque chose d'organique dans lequel, par définition, une seule personne n'est pas censée en avoir un pouvoir, que ce soit un hacker ou que ce soit un propriétaire un peu véreux. Et c'est pour ça en fait que je trouve que le RC20, contrairement à ce qu'on devrait imaginer, en fait le token devrait être infiniment plus compréhensible par le commun des moldus que le Bitcoin et le coin. Le coin est un peu mystique, c'est un truc qui fait tourner une blockchain qui est partout, qui appartient à personne. On cherche encore le CIO de Bitcoin. C'est normal, c'est pas palpable, ce n'est pas organique. On n'a pas l'habitude d'avoir des organes vivants. Quand moi je regardais par exemple le fonctionnement de la blockchain Massa, un jour elle va pouvoir activer ses smart contrats par eux-mêmes, c'est-à-dire que les smart contrats pourront s'éveiller régulièrement. Ça veut dire qu'on va créer quelque chose de vivant et d'inarrêtable. C'est compliqué à expliquer à la boulangerie. Tu parles de Starknet ? Quelque chose de, je parle de Starknet, je parle du Massa et tout ça. C'est-à-dire que la blockchain, un jour, deviendra peut-être un animal numérique vivant inarrêtable. Va expliquer ça en boulangerie. Expliquer qu'on a réussi à numériser le jeton qui servait dans les fêtes foraines à accéder à un divertissement qui était les autotamponneuses, mais que cette fois-ci, c'est un mois de Netflix. Ça, tu peux l'expliquer à ton boulanger. Donc oui, le token, en fait, c'est le retour de la valeur humaine dans le numérique. La tokenisation, c'est de prendre des choses du monde réel et de les numériser. Alors qu'en fait, c'est le coin qui a rendu Bitcoin réel, au final. Voilà. Je pose ça sur la table, hein. Après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Ouais, c'est déjà exactement, Daniel. C'est la possibilité de tokeniser quelque chose et aussi d'inclure des propriétés dans quelque chose. Et là, ça permet ça permet aussi d'intégrer d'autres dimensions dans la valeur des ERC20 parce qu'on on parle beaucoup de la valeur sociale, mais à partir, enfin, il y a eu certains projets qui ont intégré une notion économique dans la valeur des ERC20. Et le meilleur exemple qu'on pourrait donner pour illustrer ça, c'est le token GMX, où en gros c'est un protocole de finance décentralisé ou une plateforme d'échange à levier. Et la particularité du GMX, c'est que quand on le dépose dans le protocole, il y a 30% des revenus qui sont de la plateforme qui sont redistribués à ceux qui déposent le GMX. Et justement, il y a toute une dimension où le marché peut estimer la valeur de l'ERC20 en fonction des retours sur investissement qu'il peut procurer. Ouais, moi c'est un débat qui est presque aussi ancien que le débat sur les blockchains et sur qu'est-ce qui fait que les coins, que les tokens ont une valeur. Moi, dans ma nomenclature personnelle, j'ai tendance à faire un peu comme toi, Daniel, c'est-à-dire à distinguer les jetons ou les tokens, mais appelons-les des jetons promesses. Alors moi, je les appelle conventionnels, c'est-à-dire qu'ils sont définis par une convention entre des êtres humains. Mais c'est la même chose, hein, c'est-à-dire que c'est des êtres humains qui se mettent d'accord en disant bah, on n'aura qu'à dire que ce jeton il fonctionne comme ci, comme ça, et qu'on suivrait les règles du jeu de cette manière-là. Et j'oppose ça à des monnaies qui sont un peu différentes et qui sont notamment des monnaies énergétiques. Petit clin d'œil à notre ami Pierre Noisa, qui sont des monnaies qui sont infalsifiables dans le sens où elles ont un contenu énergétique. C'est-à-dire qu'une convention humaine ne suffirait pas à en créer de nouvelles. Sur un token, une convention humaine nous permettrait de dire bah, on en rajoute à nouveau. Si vous prenez de l'or, par exemple, l'or physique, vous pouvez réunir tous les parlements de la Terre, vous pouvez réunir tous les présidents, tous les G20, les G12, les G42, tout ce que vous voulez. Il y a une quantité d'or finie, il n'y en aura pas plus. Et ça, le fait que tous les êtres humains sur Terre ont l'assurance que c'est vrai pour l'or, ça permet d'utiliser l'or comme une sorte d'échange de valeur de dernier ressort quand on n'est plus capable de se faire confiance autrement. Quand vous avez peur que la monnaie de réserve que vous utilisez soit saisie par le régulateur parce qu'il estime que ce que vous faites, ce n'est pas une bonne chose, et ben vous utilisez l'or. C'est le mouvement que sont en train de faire les briques. Et à mon avis, Bitcoin, c'est un grand classique que de dire ça, mais je pense que c'est complètement d'actualité dans ce débat-là. Bitcoin est un analogue de l'or numérique, dans le sens où il a un contenu énergétique, il y a une preuve de dépense énergétique, et n'importe quelle convention humaine, enfin, on ne pourra jamais avoir un Bitcoin qui soit véritablement authentiquement un Bitcoin, qui soit différent de celui qui a été écrit dans le code original de Bitcoin. Et ça, il y a un côté indépassable là-dedans.
Et j'avoue que j'ai un peu tendance, là, c'est mon petit côté Bitcoin maximaliste, hein, je sors du bois, j'ai un peu tendance à considérer toutes les autres jetons numériques, d'une certaine manière, y compris l'Ether, même si on pourrait avoir un débat sur l'Ether, en tout cas depuis qu'il est passé en preuve d'enjeu, comme des monnaies qui sont plus du côté conventionnel. Alors sur l'Ether, on pourrait avoir un débat un peu plus fort parce que c'est assez. On a eu une émission originelle d'Ether, donc on a plein de mécanismes qui sont mélangés. C'est assez compliqué de faire le bilan de toute l'émission d'Ether avec d'un côté une émission au moment de la création du projet, ensuite une émission à travers de la preuve de travail, puis maintenant le fonctionnement avec la preuve d'enjeu. Donc tout cela a brouillé un peu les pistes. Donc l'Ether fait un peu office de cas conflictuel, mais effectivement pour tous les autres, on est très, très clairement, à mon sens, du côté de la monnaie conventionnelle, au sens d'un accord entre des êtres humains. Quoi. Ouais, tu as la monnaie de la physique et la monnaie de l'homme. En fait, le RC20, c'est un peu le retour de la monnaie de l'homme, alors que le Bitcoin était le monnaie de la physique énergétique, quoi, finalement. C'est ça le. Ah, c'est mignon, ça aussi. Bah après, le RC20, la monnaie de l'homme, quand on parle de je sais pas, de RC20 qui sont liés à juste des protocoles de DeFi, c'est quand même compliqué. Genre, Ah oui, mais l'utilité, elle est pas directe pour l'homme, tu vois. Ouais, disons que résumer le RC20 à ça, ce serait trop simpliste. Des ERC20 qui viennent, comme le dit Cyril, du monde de la DeFi, dans des protocoles très décentralisés, comme certains stablecoins, Liquidity par exemple, crée son stablecoin décentralisé, il n'y a aucune interaction humaine, c'est du code qui a été écrit une fois en one shot, il est immuable, et là, il n'y a pas du tout de relation humaine qui rentre en jeu, c'est qu'une fois que ça a été shippé, ça ne bougera plus. Et ça pourrait se rassembler presque, ressembler à Bitcoin ou à Ether dans sa définition. On n'a vraiment plus du tout d'interaction sociale qui rentre en jeu. Donc le RC20, il n'a pas une seule définition, je pense, c'est un spectre. Et selon comment il a été conçu, il va plutôt passer du côté social, consensus social souverain, ou plutôt du côté immuable, code, énergétique. Bon, c'est pas trop énergétique, mais vous avez compris l'idée. Et il n'y a pas de bonne réponse, ça dépend vraiment de chaque token, mais il faut l'avoir en tête. bah, ça veut dire que ce que tu dis, c'est que quand le code est écrit et que du coup on n'aura pas de surprise de la manière avec laquelle il va vivre, tu extrais l'humain et tu enlèves la notion de promesse parce que c'est écrit. Bah, si tu as écrit le code tel qu'initialement l'humain ne rentre pas en jeu et qu'en plus tu le rends immuable, là tout à fait, l'humain ne rentrera pas Ouais. ne rentrera plus Ouais. du tout. Tu peux l'avoir écrit de manière immuable, mais quand même faire rentrer l'être humain en jeu. Il faut faire attention. Et dans l'exemple que j'ai donné, il est immuable et il n'y a pas d'être humain qui rentre. Donc là, effectivement, tu te rapproches vraiment de quelque chose comme Bitcoin. Sur cette belle déclaration, on va conclure ici. On vous retrouve tous et toutes la semaine prochaine, même lieu, même heure. Donc, ce sera jeudi à 12h30 avec toute l'équipe. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. On sera pas là, je crois, Gaëtan et moi-même. Alors, on aura des envoyés spéciaux en direct de Vivatech où nous serons. Il n'est pas impossible qu'on vous parle un peu d'IA, puisque, et notamment de l'intersection IA-blockchain. Et qu'on aura il n'est pas impossible non plus qu'on ait des invités tout à fait sympathiques pour. Peut-être même plusieurs. Peut-être même plusieurs. D'ici là, si vous voulez vous renseigner sur la blockchain, voire devenir un professionnel du secteur, nos prochaines formations débuteront le 25 septembre. Donc, c'est le bon moment pour regarder. Vous pouvez prendre contact avec un des membres de l'équipe pour un peu analyser le type de parcours qu'on peut faire pour vous si vous n'appartenez pas, bien sûr, à un de nos anciens apprenants. Et puis, si vous êtes un ancien apprenant, vous pouvez suivre un programme complémentaire à celui que vous avez déjà suivi. Donc, n'hésitez pas. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. C'était un vrai plaisir de faire cette chronique avec vous tous. Un immense merci et à très très bientôt. Et abonnez-vous aussi, quand même, c'est important. Abonnez-vous. Faut faire les youtubeurs, abonnez-vous, lâchez des coms. le pouce bleu. Salut tout le monde. À bientôt, merci à tous. Ciao. À bientôt, bonne semaine. Life is just